Le gravier crissait sous mes baskets tandis que maman tirait ma valise le long de l'allée. J'avais 9 ans, serrant mon lapin en peluche, observant mon souffle formé de petits nuages dans l'air d'octobre. La maison se dressait devant nous, une grande ferme en bois, aux bardeaux de cèdre vieillis et au porche qui faisait le tour de la maison, marqué par des décennies révolues. « Tu te souviens de ce qu'on a dit, Dani ?» dit maman d'une voix tendue. « C'est temporaire. Juste le temps que ton père et moi nous nous remettions sur pied. » Mais même à 9 ans, je savais mieux. La façon dont elle évitait mon regard, le moteur de la voiture que papa laissait tourner, ce n'était pas temporaire. C'était un abandon enveloppé d'un joli ruban. Grand-père Joe apparut sur le porche, une montagne d'hommes aux cheveux argentés et aux mains aussi rugueuses que du cuir. Il avait été charpentier, boxeur, marine, des histoires que j'avais entendues par bribes lors de rares visites familiales. Il portait toujours la même chose, un jean usé, une chemise en flanelle et des bottes qui avaient parcouru des milliers de kilomètres. « Allez, gamin, dit-il après que mes parents soient partis sans même se retourner. On va t'installer. » La maison était sobre mais solide. Pas de télé par câble, pas de jeux vidéo, pas de micro-ondes. Juste des livres, des outils, et ce genre de silence qui t'oblige à écouter tes propres pensées. Cette première nuit-là, j'ai pleuré dans mon oreiller jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Grand-père n'a rien dit, mais le lendemain matin, j'ai trouvé un verre de lait et des cookies faits maison sur ma table de chevet. Aujourd'hui, on commence ta vraie éducation, annonça-t-il au petit déjeuner. L'école t'apprend des faits. Moi, je vais t'apprendre à vivre. Les leçons commencèrent immédiatement. Dans l'atelier derrière la maison, il m'apprit à tenir un marteau, à lire le fil du bois, à mesurer 2 fois et couper une seule. Mes petites mains luttaient avec les outils lourds, mais il était patient, guidant mes doigts, me montrant encore et encore jusqu'à ce que la mémoire musculaire prenne le relais. Construire, ce n'est pas juste du bois et des clous, disait-il en me regardant lutter avec une planche récalcitrante. C'est de la patience. De la persévérance. De la résolution de problèmes. Tu ne construis pas seulement quelque chose, tu te rends plus fort. L'hiver arriva tôt cette année-là. Tandis que les autres enfants jouaient à la console, j'apprenais à fendre le bois et à l'empiler correctement pour qu'il sèche. Mes mains se durcirent, mes bras devinrent plus forts. Quand les brutes du quartier découvrirent que j'étais l'enfant abandonné, grand-père m'enseigna autre chose. Se battre, ce n'est pas la colère, disait-il en me montrant comment me tenir, respirer, lire les yeux d'un adversaire. C'est le respect. Pour toi-même et pour les autres. Tu te bats pour protéger, pas pour blesser. Et parfois, le meilleur combat est celui qu'on évite. La première fois que j'ai dû utiliser ces leçons, j'avais 11 ans. 3 garçons plus âgés m'avaient coincé après l'école, m'insultant, me poussant. Je me suis rappelé les mots de grand-père, tenez-vous droit. Regardez-les dans les yeux. Ne commence jamais une bagarre, mais si quelqu'un en commence une, finis-la. Ce jour-là, je suis parti sans me battre mais non sans leur faire comprendre que je ne serais pas une cible facile. Dans les petites villes, les rumeurs vont vite. Le gamin abandonné avec le grand-père effrayant ne valait pas les ennuis. Les années passèrent comme les saisons. Je grandissais, devenais plus fort, plus sûr de moi. Grand-père m'apprit à réparer des voitures, à chasser, à cuisiner, à gérer un chéquier. Il m'apprit les échecs et le poker, à lire les gens et les situations. Plus important encore, il m'apprit à être seul sans me sentir seul. L'indépendance, ce n'est pas ne compter sur personne, disait-il pendant nos discussions du soir sur le porche. C'est de ne pas avoir besoin de quelqu'un pour te compléter. Quand tu es complet par toi-même, alors tu peux choisir de partager cette complétude avec les autres. Mes parents appelaient de temps à autre beaux anniversaires, pour les fêtes, avec des conversations maladroites où ils promettaient de venir bientôt. Ils ne l'ont jamais fait. Ça ne faisait plus mal au bout d'un moment. J'avais grand-père, et c'était suffisant. Le lycée apporta de nouveaux défis. J'excellais en atelier et en maths, je peinais en anglais jusqu'à ce que grand-père me montre que les histoires étaient une autre forme de construction, construire du sens avec des mots comme il construisait des meubles avec du bois. J'ai joué au football, pas parce que j'aimais ça, mais parce que grand-père disait que ça m'apprendrait le travail d'équipe et le sacrifice. L'université fut différente. J'ai étudié l'ingénierie, je rentrais chaque week-end, je passais mes étés à travailler avec grand-père dans son atelier. Il ralentissait, ses mains n'étaient plus aussi stables, mais son esprit restait aussi affûté que ses ciseaux à bois. « Tu vas accomplir de grandes choses, Dani, disait-il en me regardant travailler sur des projets de plus en plus complexes. Mais souviens-toi, la réussite, ce n'est pas ce que tu accumules. C'est ce que tu apportes aux autres. J'ai été diplômée avec mention,
décroché un poste dans une entreprise prestigieuse, obtenu mon propre appartement. Mais je rentrais toujours chaque week-end. Je m'asseyais encore sur ce porche, écoutant ses histoires, absorbant sa sagesse. Il avait 78 ans, toujours fort, toujours en train d'enseigner. Puis vint l'appel que je redoutais depuis des années. « Et Danny ?» C'était Madame Henderson, la voisine, la voix tremblante. « Il faut que tu rentres. C'est ton grand-père. » La crise cardiaque fut foudroyante. Quand j'arrivai à l'hôpital, il était déjà parti. J'ai tenu sa main encore tiède et senti les fondations de mon monde vaciller. L'homme qui m'avait appris à me tenir debout seul m'avait vraiment laissé seul. Les funérailles étaient pleines à craquer. Charpentier, mécanicien, commerçant, adolescent qu'il avait encadré au fil des ans, on aurait dit que toute la ville était venue lui rendre hommage. J'ai prononcé l'éloge funèbre, ma voix stable malgré le chagrin qui menaçait de m'engloutir. Joe Morrison m'a appris qu'un homme ne se mesure pas à ce qu'il possède, mais à ce qu'il donne, ai-je dit, en regardant cette mère de visage. Il m'a tout donné, sa connaissance, sa force, son temps. Mais plus que tout, il s'est donné lui-même. Après la cérémonie, les gens ont partagé des souvenirs. Cette mère célibataire dont il avait reconstruit le Porsche gratuitement. Cet adolescent à qui il avait appris la boxe pour qu'il gagne en confiance. Ce jeune couple dont il avait entièrement rénové la cuisine en cadeau de mariage. Grand-père Joe avait discrètement changé des vies pendant des décennies. Puis mes parents sont apparus. Je ne les avais pas vus en personne depuis 3 ans. Ils avaient l'air plus vieux, plus doux, mal à l'aise dans leurs vêtements coûteux parmi les endeuillés issus de la classe ouvrière. Maman m'a serré maladroitement dans ses bras, papa m'a serré la main comme si nous étions des étrangers. « Nous sommes tellement désolés pour ta perte, » dit maman, et j'ai failli rire devant l'absurdité. « Ta perte ? Il avait été plus un parent pour moi que ne l'avait jamais été. »« Il faut qu'on parle des arrangements, » dit papa. « De la succession et tout ça. » C'est là que j'ai compris. Ils n'étaient pas venus pour pleurer. Ils étaient venus pour l'argent. La lecture du testament était prévue pour le mardi suivant. Je m'attendais à un petit rassemblement, peut-être Madame Henderson, Pet, l'ancien ami de mon grand-père du magasin de bricolage, et moi. Mais le cabinet d'avocats était bondé. Mes parents étaient assis au premier rang, l'air nerveux. Derrière eux, des parents que je ne reconnaissais à peine, les yeux brillants d'anticipation. Je n'avais jamais pensé à l'argent. Grand-père vivait simplement, conduisait un vieux camion, portait les mêmes vêtements depuis des années. Mais les murmures dans la salle d'attente racontaient autre chose. La maison valait au moins 2 millions. Les terres autour, parfaites pour la promotion immobilière, valaient encore plus. Et apparemment, il y avait des investissements beaucoup. 100 millions de dollars, murmura quelqu'un. C'est ce qu'on dit. Mes parents échangèrent un regard. Tante Sarah, qui m'avait peut-être rendu visite 2 fois dans ma vie, vérifiait constamment son téléphone. Oncle Mike, qui n'avait jamais appelé pour mon anniversaire, semblait soudain très intéressé par les liens familiaux. Monsieur Garrison, l'avocat, se racla la gorge. C'était un homme mince aux yeux bienveillants, qui connaissait grand-père depuis 40 ans. Mesdames et messieurs, merci d'être venus. Je vais lire le testament de Joseph Morrison. La pièce se tut immédiatement. Moi, Joseph Morrison, saint d'esprit et de corps, déclare ceci comme étant mon testament. J'ai vécu une longue vie, et j'ai eu la chance de connaître beaucoup de gens. Certains ont été ma famille par le sang, d'autres par choix. Aujourd'hui, j'espère clarifier mes valeurs à travers mes dernières volontés. Mes parents se penchèrent en avant. On pouvait entendre le bourdonnement de la climatisation tant le silence était pesant. À mon fils Michael et ma belle-fille Suzanne, qui m'ont confié leur plus grand trésor il y a 23 ans, je laisse ma gratitude. Prendre soin de Danny a été la plus grande joie de ma vie. Je leur laisse le contenu de la commode de ma chambre, les photos de famille et souvenirs qui peuvent avoir une valeur sentimentale. Un souffle collectif se fit entendre. Le visage de mes parents pâlit. À ma famille élargie et à mes amis, je laisse ma reconnaissance pour les moments que nous avons partagés. Que vous trouviez la paix dans les souvenirs de notre temps passé ensemble. Les parents et cousins se remuèrent sur leur siège, visiblement mal à l'aise. Cela ne se passait pas comme prévu. À Daniel Morrison, le petit-fils qui est devenu le fils que je n'ai jamais eu par le sang mais toujours eu par choix, je laisse tout le reste. La maison, les terres, les investissements, l'atelier et tous mes biens terrestres. Mais plus que tout, je lui laisse la responsabilité de continuer à transmettre ce que j'ai tenté de lui enseigner, que la richesse ne se mesure pas à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on partage. La pièce explosa.
Mes parents se levèrent d'un bond, le visage de mon père rouge de colère. C'est ridicule, cria-t-il. Nous sommes de son sang. Nous sommes sa famille. Monsieur Garrison leva la main. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Il y a encore quelque chose. La salle se calma à contre-cœur. Je sais que cette décision sera contestée. Certains diront que le sang devrait passer avant tout. Mais je crois que l'amour, l'engagement et le caractère doivent passer en premier. Danny a été à mes côtés pendant 23 ans. Il a mérité cet héritage non par la naissance, mais par sa dévotion, sa gentillesse, et la manière dont il a choisi de vivre sa vie. Je sentais les larmes couler sur mes joues. Même dans la mort, grand-père continuait de m'enseigner. De plus, j'ai fondé la Fondation Morrison, qui sera gérée par Daniel, dans le but d'offrir éducation et opportunités aux enfants qui, comme Danny, ont besoin que quelqu'un croie en eux. La fondation est dotée d'un capital de 50 millions de dollars. Ma mère eut un hoquet. 50 millions? Mais ça veut dire... Ça veut dire que Daniel hérite d'environ 50 millions de dollars directement, ainsi que de la propriété et des biens, confirma Monsieur Garrison. L'autre moitié servira à la fondation pour aider les enfants défavorisés. Mes parents restèrent bouche bée. Les autres membres de la famille chuchotaient déjà entre eux, probablement en train de calculer si ça valait la peine de contester le testament. Mais Monsieur Garrison n'en avait pas fini. J'ai une dernière requête. Danny, je veux que tu te rappelles que cet argent n'est pas un prix à gagner, mais un outil à utiliser. Je t'ai vu grandir, de petit garçon apeuré à un homme que je suis fier d'appeler mon petit-fils. Utilise ces ressources pour continuer à construire pas seulement des structures, mais des vies, des communautés, de l'espoir. Rends-moi fier, mon fils. La salle était maintenant silencieuse. Mes parents me regardaient avec des expressions que je ne pouvais pas lire, de la stupeur, de la colère, peut-être même une lueur de fierté qu'ils n'avaient jamais osé montrer. Je me levai lentement, les jambes tremblantes. Monsieur Garrison, j'ai besoin d'un moment. Je sortis dehors dans l'air d'automne, ce même air frais d'octobre qu'il y avait eu la première fois que j'étais arrivé chez grand-père. 23 ans plus tard, j'étais encore ce garçon de 9 ans effrayé, mais aussi quelque chose de plus, quelque chose qu'il m'avait aidé à devenir. Mes parents me suivirent. Et Danny, dit maman, la voix différente cette fois. On devrait parler. Vraiment, répondis-je. Où étiez-vous ces 23 dernières années? Papa fit un pas en avant. On a fait des erreurs. On était jeunes, on galérait. Vous aviez 28 et 30 ans, l'interrompis-je. J'avais 9 ans. Et vous m'avez laissé avec un inconnu. Ce n'était pas un inconnu, murmura maman. C'était ton grand-père. Un grand-père que vous ne m'avez jamais laissé connaître, jusqu'à ce que ça vous arrange. Nous étions là, sur le parking, 3 adultes liés par l'ADN, mais pas grand-chose d'autre. Finalement, ma mère prit la parole. On est désolé, Danny. On avait tort. On a été égoïste et lâche, et on a choisi la facilité. Ton grand-père, il a fait ce qu'on aurait dû faire. Il t'a élevé comme il faut. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et je ne vis plus les géants qui m'avaient abandonné, mais 2 personnes ayant fait des choix qu'elles ne pouvaient plus effacer. Grand-père m'avait aussi appris le pardon. Je ne sais pas si je pourrai vraiment vous pardonner un jour, dis-je. Mais je suis prêt à essayer. Si vous êtes prêt à essayer d'être des parents, pas juste des gens qui veulent quelque chose de moi. Papa hocha la tête, les yeux brillants. On aimerait ça. Maman tendit la main, hésitante, et je la laissai me prendre dans ses bras. C'était étrange, inconnu, mais pas désagréable. Qu'est-ce que tu vas faire, demanda-t-elle. Avec tout ça? Je pensais à l'atelier, aux outils, aux leçons apprises dans la sueur et la sueur. Je pensais à la fondation, aux enfants qui avaient besoin qu'on croie en eux. Je pensais à la voix de grand-père, construire, ce n'est pas juste du bois et des clous. C'est te rendre plus fort. Je vais construire, dis-je. Tout ce qu'il m'a appris à construire. Ce soir-là, je m'assis seul sur le porche où grand-père et moi avions partagé tant de conversations. La maison était à moi désormais, avec toutes les responsabilités que je commençais à peine à comprendre. Mais je n'avais pas peur. Il m'avait appris à me tenir seul, à être entier par moi-même. Au loin, j'entendais les carillons de Madame Henderson chanter dans le vent. Demain, je commencerai à planifier les premiers projets de la fondation. J'appellerai mes parents et entamerai ce difficile travail de reconstruction d'une relation brisée depuis trop longtemps. Je chercherai comment honorer la mémoire de grand-père en bâtissant quelque chose de nouveau.
Mais ce soir, je restais simplement assis dans l'obscurité, écoutant le vent dans les arbres, sentant le poids de son amour et la force de ses enseignements. Il m'avait tout donné, et maintenant c'était à moi de donner. Merci, grand-père, murmurai-je dans la nuit. De m'avoir appris à construire. De m'avoir appris à me battre. De m'avoir appris à me tenir seule. Et de m'avoir montré que parfois, le plus grand héritage n'est pas l'argent, c'est la personne qu'on devient. Les étoiles tournaient au-dessus de ma tête, les mêmes étoiles qui avaient veillé sur nos conversations pendant 23 ans. Quelque part dans leur lumière, je pouvais presque entendre sa voix. Tu vas accomplir de grandes choses, Dany. Allez, au travail. Je souris, essuyai mes larmes, et me levai. Il y avait encore tant à construire.